on est ravis de vous revoir. Il y en a certains qui étaient avec nous, puis il y en a des nouveaux dans la salle. Il y en a certains qui étaient avec nous, et effectivement déjà ce matin à partir de 9h30, vous voyez la fidélité. On parlait d'ailleurs amiante. On va parler aujourd'hui, le diagnostiqueur réaliseront-ils le carnet d'information du logement? Alors retenez un acronyme, on va beaucoup dire CIL pendant cette conférence, mais ça veut dire carnet d'information du logement. Une conférence qui est co-organisée, merci Jean-Michel Catrin Testoun, qui est co-organisée avec Testoun. C'est tout un cycle de conférences qu'on fait ensemble sur toute l'année. On a abordé effectivement, on avait une conférence en mars sur laquelle on a parlé d'audit énergétique, on parle de carnet d'information du logement. On va parler, non je me suis trompé, en septembre d'audit énergétique, et puis en novembre on va parler de RE 2020. On voit qu'il y a des choses qui évoluent et on est tous sur ce cycle de conférences ensemble. Merci pour cette co-organisation. Alors merci pour les partenaires, vous avez tout le programme. Merci pour les partenaires qui ont participé à l'organisation de cette conférence. Effectivement, on a un petit trombinoscope avec l'ensemble des intervenants, y compris Linda qui est dans la salle avec nous. Mais je vais peut-être vous laisser vous présenter avec un premier tour de table de présentation. Bertrand. Merci Xavier. Donc bonjour, Bertrand Leclerc, voilà pour Qualitel Solutions, qui effectivement a une solution de carnet d'information du logement. On va en parler, et on est un acteur historique sur le sujet. On a été pas mal associés par les pouvoirs publics aux réflexions et aux textes de loi qui sont entrés en vigueur récemment. Voilà, merci. Jean-Michel ? Oui, Jean-Michel Catrin, donc j'ai le plaisir d'avoir fondé la société Testoun il y a maintenant plus de 15 ans, et depuis cette époque, nous sommes un fournisseur de tous les gens qui font du contrôle technique dans le bâtiment, mais aussi dans l'industrie. Et donc, à ce titre, nous avons développer tout un ensemble de solutions pour les diagnostiqueurs, et nous continuons en permanence à apporter des solutions nouvelles, puisque notre slogan c'est l'innovation à sa juste mesure. Merci Jean-Michel. David Rodriguez, juriste logement au sein de l'association de consommateurs CLCV, donc une association qui a un petit peu plus de 70 ans et qui travaille donc notamment sur le domaine du logement en matière de copropriété et de relations locataires-bailleurs. Donc Jean-Christophe Protet, je suis président de Sidiane. Sidiane, c'est une nouvelle fédération de diagnostiqueurs. On peut dire qu'en termes de nombre de diagnostiqueurs, on est la première en France. Et on est effectivement très intéressé sur le métier historique du diagnostic, mais aussi sur la diversification de ces métiers et sur l'innovation. Voilà, merci. Voilà, donc on a un tour de table représentatif et sur lequel on va pouvoir effectivement aborder ces sujets. Alors, on avait dit en préparant cette conférence qu'il faudrait commencer par un petit historique, Bertrand, et un point réglementaire. D'ailleurs, je vais vous passer la zapette pour que vous puissiez avancer, ces boutons blancs, pour avancer sur ce sujet, à la fois historique et réglementation finalement, pour cadrer ce point. Tout à fait. Donc effectivement, on va voir de quoi on parle sur ce nouveau dispositif carnet d'information du logement, alias le CIL. C'est parti. Effectivement, je commence par une petite rétrospective des différents textes de loi qui ont essayé de s'attaquer au sujet. Depuis, vous voyez que l'aventure a commencé en 2015. On a tous entendu parler, dans la presse notamment, de la carte vitale du logement, du carnet de santé du logement. On a l'impression que c'est un sujet qui n'est pas nouveau. Et c'est pas faux quand on voit ça. C'est normal qu'on en ait beaucoup parlé. Donc la loi de transition énergétique pour la croissance verte, puis la loi Elan, puis enfin la loi climat-résilience qui a réussi à transformer l'essai. Mais les versions précédentes se sont un peu cassées les dents pour différentes raisons. La première version de loi était trop floue, on va dire. Il y avait trop de questions en suspens et donc ça n'a pas été mis en application. Et puis l'avant-dernière version, dans la loi Elan, cette fois-ci était trop ambitieuse. Il y avait une obligation de connexion avec des sujets de BIM. Il y avait aussi un coffre-fort sécurisé documentaire qui était inclus dans le carnet, donc il y avait un coût associé qui était trop important. Et c'est pour ça que le législateur, le Conseil d'État en l'occurrence, a considéré que c'était à rejeter le dispositif. Donc nous voici enfin arrivés pour une entrée en vigueur au 1er janvier de cette année.
Loi climat résilience, le carnet d'information du logement. Petit point de sémantique qui a son importance. Vous voyez que dans la désignation du dispositif, le mot numérique a disparu. Ça n'est pas anodin, puisque effectivement, même si le texte de loi que je vais vous présenter derrière incite fortement à ce que le dispositif soit numérique, ça n'est pas une obligation au sens réglementaire. C'est-à-dire que le particulier peut très bien demander à avoir les informations sous format papier pour avoir son carnet d'information du logement en format papier. Voilà. Même si on peut imaginer qu'à notre époque, ça sera plutôt l'exception qui confirme la règle, mais en tout cas, il n'y a pas d'obligation stricte. Alors, j'avance pour rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que nous dit cette loi sur le sujet? Donc, voilà, le carnet, il est établi pour faciliter et accompagner les travaux d'amélioration de la performance énergétique, ainsi que l'installation d'équipements de contrôle et de gestion active de l'énergie. Donc, il y a une forme de mission d'intérêt général qui est confiée, qui est fixée au dispositif. C'est clairement le sujet de l'amélioration de la performance énergétique et l'accompagnement des propriétaires dans ce parcours. Tous les types de logements sont concernés, hein, donc pas de question à se poser, individuel, collectif, privé, social. Et puis donc, la responsabilité pèse sur les épaules du propriétaire de ce logement. Donc le professionnel, on va en parler, le diagnostiqueur notamment, je suis convaincu, a un rôle majeur à jouer dans la diffusion et dans la mise en œuvre du dispositif, mais la responsabilité, c'est important d'avoir à l'esprit qu'elle est sur le propriétaire. Et donc, ce carnet, il doit être établi à deux moments. Soit au moment de la construction d'un logement, donc tous les logements neufs qui ont un permis de construire à compter de janvier 2023 devront obligatoirement être livrés avec leur carnet. Et puis, deuxième cas de figure, la rénovation, avec incidence sur la performance énergétique, on va y revenir. Donc dès qu'on rénove énergétiquement parlant un logement, il faut établir le carnet d'information de ce logement. Voilà. Avant que vous ne me posiez la question, il n'y a pas forcément de sanctions ou de contrôle qui soient prévus par le dispositif. Sauf que, vous voyez le dernier point de ce slide, ce carnet, au moment de la mutation, il va être transmis, hein, vous l'avez compris, il est attaché au logement et non pas à son propriétaire à un instant T. Donc, au moment de la revente, au moment de la mutation, eh bien, le notaire va devoir s'assurer, dans l'acte authentique, que le carnet est bien transmis au suivant, au nouvel acquéreur. Voilà. Et finalement, la sanction ultime, elle est là. Hein. Donc, les notaires, je vous rassure, ne sont pas encore complètement saisis du dispositif. Ils sont en train de se mettre en ordre de marche là-dessus. Mais lorsque ça sera le cas et que le point sera systématiquement regardé, eh bien, on peut imaginer que ça va effectivement se généraliser très largement. Voilà, donc janvier 2023, la mise en application. Pour les logements neufs, c'est le permis de construire qui donne le départ. Pour les logements existants qui font l'objet d'une rénovation, eh ben, ce sont ces travaux. Donc la loi parle de l'acceptation du devis ou du démarrage des travaux, qui sont donc l'événement qui déclenche l'obligation d'établir le carnet. Peut-être une petite question, le locataire, parce que je vois il y a des équipements, le contrôle de gestion de l'énergie. Est-ce que le locataire a accès à ce carnet ? Alors, réglementairement parlant, le locataire, tout comme les parties communes, au passage, ne sont absolument pas évoqués. On est centré sur le logement, partie privative, et on parle du propriétaire et d'aucune autre partie. Voilà. Mais, c'est une évidence, vous l'avez compris, que le locataire, il a un rôle à jouer, par exemple, dans l'entretien des équipements ou dans l'usage. Et donc, dans la solution quelle-telle, bien évidemment, on a prévu un accès locataire. Ça nous semblait incontournable. Oui, parce qu'on va faire, merci de le rappeler Bertrand, c'est qu'on va faire une démonstration de qu'est-ce qu'un carnet d'information du logement en fin de présentation, hein, en fin de conférence. Tout à fait. Donc, que doit contenir ce carnet ? Donc voilà, vous avez une liste des documents et des informations principales qu'il doit contenir. Vous voyez qu'il y a le logement neuf d'une part et le logement existant d'autre part. Donc les deux premières lignes, les plans et les schémas des réseaux, ne sont exigés que pour le neuf. En revanche, donc voilà, les notices des équipements, les caractéristiques à la fois des équipements et des matériaux qui sont en rapport avec le sujet de la performance énergétique sont demandées. Les attestations de performance énergétique, on parle des DPE et des audits énergétiques éventuels, les entretiens d'équipements et puis date et descriptif de travaux. Donc, rien de très exotique, pas d'innovation de ce côté-là, mais l'idée c'est de
d'officialiser, de pérenniser le stockage de ces informations dans la durée, dans toute la durée de vie d'un logement. Et à chaque fois que ça bouge, à chaque fois qu'une fenêtre est modifiée, par exemple, ou qu'un plan bouge, il faut mettre à jour l'information dans le carnet. Donc les diagnostics des diagnostiqueurs immobiliers, on va en revenir. Là, je ne les vois pas dans cette... non, alors le seul qui est évoqué et qui est cité clairement, c'est le DPE. Oui. Voilà. Les diagnostics amiante, par exemple, que tu évoquais tout à l'heure, ne font pas partie du périmètre réglementaire du carnet, qui est centré exclusivement sur la performance énergétique. Mais c'est une évidence, pour Qualitel en tout cas, que l'ensemble des diagnostics ont pleinement leur place dans ce carnet. Il faut avoir à l'esprit que ce SIL, si je reprends l'acronyme, il a aussi une vocation pour le propriétaire, quelque part, de mettre en valeur son patrimoine, de montrer qu'il en prend soin, qu'il fait des travaux de qualité. Et donc, il a tout intérêt à mettre le maximum d'informations dans son carnet, dans l'ensemble des diagnostics. Alors, sur le sujet spécifique de la rénovation, c'est pas compliqué. Les décrets qui sont parus en toute fin d'année 2022 nous disent que dès qu'on touche à un poste qui a trait à la performance énergétique, que ce soit de l'isolation, un nouveau système de production de chauffage, d'eau chaude ou de clim, ou qu'on met un équipement d'énergie renouvelable, à ce moment-là, il faut établir un carnet du logement. L'exemple extrême, c'est que je mets une simple régulation où je change une fenêtre en double vitrage. Au sens de la loi, je dois établir le carnet. Voilà, donc il y a des volumes estimés par le ministère. Vous voyez, 2,5 millions de carnets par an, c'est les volumes qui étaient estimés dans la note d'accompagnement. Nous n'y sommes pas, pour l'instant, en 2023, mais on peut imaginer qu'à terme, lorsque le marché aura pris son élan, c'est les volumes dans lesquels nous nous situerons. Important à avoir à l'esprit aussi, le dispositif France Rénov', avec les fameux accompagnateurs Rénov', ont dans leur mission, de façon obligatoire, l'établissement du carnet d'information du logement à l'occasion de l'accompagnement des ménages dans les travaux de rénovation. Voilà, donc c'est aussi un booster de plus, quelque part, dans la diffusion du dispositif. Voilà sur la présentation des textes de loi. J'ai choisi, on s'était dit que c'était intéressant aussi d'avoir un petit panorama des offres en vigueur actuellement sur ces réponses au carnet. Voilà, mais on peut le dérouler comme ça. Après, on va rentrer dans la partie diagnostiqueur. La question qu'on se pose, c'est est-ce que les diagnostiqueurs vont réaliser ce carnet? Enfin, qui va réaliser ce carnet, hein? Alors, effectivement, les opérateurs, oui, vous avez mis que... Oui, alors, il y a une notion d'opérateur de carnet. Ouais. C'est l'une des casquettes de Qualitel. Voilà, mais donc, voilà. Donc, ce terme, il est réglementaire, hein, opérateur, ou c'est un terme que vous avez défini? Il n'y a pas de notion d'agrément d'opérateur. Non, ça n'est pas un terme réglementaire. Voilà. Donc, aujourd'hui, quelques mois après l'entrée en vigueur du dispositif, on voit une association comme Qualitel qui est sur le sujet. C'est pas nouveau. Hein, depuis une dizaine d'années, on avait une offre d'équivalent de carnet du logement qui ne portait pas son nom, mais voilà, donc on a une expérience de longue durée sur le sujet. On a aussi des énergéticiens, EDF pour ne pas le nommer, qui est en train de lancer une solution en partenariat avec DocaPost, basée sur la solution de coffre-fort Digipost sur le stockage documentaire. Il y a des BET ou des éditeurs de logiciels qui, effectivement, ajoutent quelque part une corde à leur arc de solutions logicielles, un volet carnet du logement. Il y a aussi une enseigne, Leroy Merlin, là non plus je cite pas de nom, qui a lancé, alors de façon discrète, hein, puisqu'ils ont encore peu communiqué dessus, mais à l'automne dernier, une offre de carnet gratuit, destinée uniquement au B2C, hein, pour les particuliers, et qui est très clairement faite pour collecter de la donnée en nombre, en masse, sur les logements des particuliers, pour derrière mieux leur vendre du produit Leroy Merlin. Voilà le modèle gratuit. Voilà. Et puis quelques startups qu'on croise régulièrement dans des salons qui s'essayent à l'exercice. Ce qu'on dit, c'est quand tu ne payes pas, c'est toi qui es le produit, hein, c'est pas ça. Voilà, on est exactement dans ce modèle-là. Voilà. Voilà, donc selon les opérateurs, il y en a qui ciblent que les particuliers, que les professionnels, les deux. Les modèles économiques, donc il y a le modèle gratuit qu'on vient d'évoquer, et sinon la plupart des acteurs ont des modèles payants, ce qui est le cas de Qualitel. Nous, on pratique un forfait
unique, hein, il n'y avait pas d'abonnement, c'est-à-dire qu'on achète en ordre de grandeur 50 € le carnet pour le logement pendant toute sa durée de vie. Voilà l'offre. L'offre la plus répandue, c'est plutôt un principe d'abonnement qui tourne en général entre 10 et 20 € par an. C'est à peu près les ordres de grandeur de prix qu'on trouve, quoi. Voilà, important, l'avant-dernier point, le process de mise en œuvre. Vous l'avez compris, cette aventure de carnet, c'est avant tout du stockage documentaire. Donc il y a quand même pas mal de boulot manuel, la plupart du temps, pour renseigner le carnet, le fait qu'il soit à jour, charger les documents dedans. Donc effectivement, ça par exemple, nous, dans notre offre Qualitel, on propose, c'est payant bien sûr, mais une prestation de chargement, d'initialisation des données dans le carnet. Et on en profite pour vérifier et s'assurer qu'elles soient cohérentes. Voilà. Voilà. Et donc, les services rendus par ces différentes offres, il y a le respect de la réglementation, bien sûr, mais on a vu que la réglementation, elle est finalement assez modeste, assez limitée. Donc l'idée, c'est d'avoir un service qui fait du sens, qui apporte une vraie valeur, qui permet, par exemple, d'ouvrir un accès au locataire, mais aussi de stocker l'ensemble des diagnostics, pour revenir sur notre sujet. Voilà, sur un petit panel des offres en présence. Voilà ce qu'on pouvait dire. Merci beaucoup Bertrand pour cette ouverture là, parce que là on a une vision cadrée sur le sujet qui était nécessaire. Alors la question, Jean-Christophe, vous qui représentez les diagnostiqueurs, là on a vu les différents opérateurs qui pourraient réaliser ce carnet. La question qu'on se pose, c'est est-ce que les diagnostiqueurs immobiliers vont réaliser ce carnet d'information du logement ou pas? Alors, je dirais, je vais scinder votre question en deux questions. Le diagnostiqueur, a-t-il la compétence pour faire? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, est-ce qu'il est légitime? Est-ce qu'il a envie de le faire? C'est une deuxième question. Alors, sur la compétence, bien évidemment, le diagnostiqueur, il intervient dans le cadre de construction. Alors, plutôt d'ailleurs en rénovation, mais pas que. Il est un des acteurs principaux du diagnostic de performance énergétique, un des acteurs principaux de l'audit énergétique. Il va faire des diagnostics avant travaux. Il peut faire des attestations dans le cadre de logements neufs. Donc, il dispose de toute la compétence pour recueillir l'information, la comprendre et l'intégrer dans le SIL. Ça, pour moi, c'est une certitude. Il n'y a pas besoin de certification complémentaire. À partir du moment où le diagnostiqueur est certifié audit énergétique, diagnostic de performance énergétique, audit énergétique, voire diagamiante, il a toute la compétence et toute la légitimité pour le faire. Donc ça, c'est pour moi une évidence. Après, est-ce qu'il va le faire? Pour moi, la réponse est oui. Les diagnostiqueurs, aujourd'hui, ne se cantonnent plus à des missions qui sont des missions purement réglementaires. Dans la constitution du SIL, c'est un service à valeur ajoutée qui consiste effectivement à collecter de la donnée et la déposer. Alors, au départ dans un classeur, mais effectivement c'est un peu obsolète, mais sur des plateformes qui vont concentrer l'information et dans lesquelles on va constituer le SIL. Donc ils sont complètement légitimes et ils sont présents. Encore une fois, ils interviennent DPE, audit énergétique, diag avant travaux, et donc ils sont tout à fait en mesure de le faire. Et alors la question c'est, est-ce qu'ils sont très présents aujourd'hui? Pour moi, c'est encore un peu tôt pour le dire. Le diagnostiqueur est en train de se positionner. Je pense que ce 1er janvier, c'est assez récent. D'ailleurs, je n'ai pas d'idée sur le nombre de... Ça serait intéressant, le nombre de SIL. Et il a été donné le nombre de SIL tout à l'heure, c'était 2 millions de mémoire? C'est le potentiel. Ça, c'est les objectifs, c'est le potentiel. Mais le nombre de SIL ouverts à date, c'est une information qui n'est pas disponible. Et donc je pense que, comme toute évolution réglementaire, d'autant qu'il n'y a pas forcément une contrainte majeure, sauf effectivement dans le cadre d'un acte notarié, ça va se faire progressivement. Et donc forcément que le diagnostiqueur sera présent, parce que c'est dans la continuité de ses métiers, c'est dans la continuité de ses compétences, et c'est un service à valeur ajoutée qu'il va apporter. Oui, parce qu'il faut alimenter ce carnet d'information du logement. Et donc, ce que je vois là, dans ce que vous dites là tous les deux, c'est il faut un réceptacle qui soit numérique
ou papier, hein, si j'ai bien compris. Et donc vous proposez effectivement, vous décrivez la solution numérique, Bertrand. Et puis après, il y a quelqu'un qui va alimenter et donc ces informations. Donc ce serait le diagnostiqueur qui viendrait alimenter. Donc il faudrait qu'il fasse un suivi des différents travaux qui seraient réalisés. C'est ça. C'est des différents types de diagnostics qui arriveraient pour pouvoir les déposer. Et donc il a un accès aussi à ce carnet d'information du logement. Est-ce que Bertrand, il y a des diagnostiqueurs, c'est prévu qu'ils aient, ou d'autres professionnels, ils aient un accès à ce carnet d'information du logement? Oui, c'est nécessaire parce que même si réglementairement parlant, la mise à jour est à la charge du particulier, on peut imaginer que dans la vie réelle, peu de gens auront peut-être le réflexe d'aller faire ça. Donc ça nous semble, nous, même si donc, la loi ne l'évoque pas le sujet, mais nous c'est une évidence qu'il faut que ce soit le professionnel qui alimente directement le carnet du logement sur lequel il intervient, que ce soit pour des diagnostics ou au passage pour des travaux ou pour d'autres types d'actions. Oui. Donc, mais le principe c'est que c'est le propriétaire, quelque part administrateur de son carnet, qui va lui ouvrir un accès pour qu'il puisse renseigner le carnet du logement. Oui, parce qu'on voit, là je fais une analogie, par exemple chez EDF ou d'autres opérateurs d'énergie, tout le monde a aujourd'hui son accès, sa plateforme pour aller accéder à ces informations énergétiques. Là on parle beaucoup d'énergie dans le carnet d'information. Et on pourrait imaginer que dans cette partie, cette brique numérique du fournisseur d'énergie, il y a aussi un carnet. Mais ce n'est pas le locataire, là, c'est pas l'utilisateur du logement, c'est le propriétaire qui doit le mettre à jour. Donc il y a une difficulté là qui s'opère. Alors, le propriétaire, alors effectivement, s'il a la compétence et l'envie, il peut lui renseigner son CIL, mais le plus souvent, que ce soit d'ailleurs un particulier ou un professionnel, il va avoir tendance à s'appuyer sur quelqu'un d'autre qui va faire cette mission de renseignement du CIL. Le diagnostiqueur, alors je ne plaide pas pour ma paroisse, le diagnostiqueur n'a pas le monopole de ça. En revanche, il a la compétence et il est présent dans tout le cycle de vie du bâtiment. Et donc, il a cette légitimité et il peut le faire. Et dans la mesure où les diagnostiqueurs aujourd'hui recherchent des services à plus forte valeur ajoutée, il va être demandeur et il va proposer ses services aux propriétaires pour lui dire, vous savez quoi ? Vous avez l'obligation d'avoir un CIL. Moi, j'ai l'information, une bonne partie de l'information. C'est vrai que quand vous faites un audit énergétique, vous avez quand même une grande partie de l'information en tant que diagnostiqueur. Mais ça peut être aussi le bureau d'études qui a une grande partie de l'information. Mais moi, diagnostiqueur, je suis capable de vous aider et de vous décharger de cette tâche qui est de constituer votre CIL. Oui, puis je le constitue au moment, là on a vu réglementairement, où je passe devant le notaire et sur lequel les diagnostiqueurs sont habitués à intervenir à ce moment-là, et donc déjà ont des relations avec ces donneurs d'ordre qui les contactent régulièrement pour les diagnostics. Alors, l'agent immobilier, le mandataire et le notaire, effectivement, connaissent parfaitement le diagnostiqueur immobilier, puisque dans le cadre de vente, voire aussi de loc, bien sûr, mais dans le cadre de vente, ils font appel à ces diagnostiqueurs. Et ça peut être dans la continuité des métiers purement réglementaires qui existent aujourd'hui. Alors, David, on vous a... Maintenant, regardons la partie propriétaire, où finalement les personnes qui sont concernées, parce que vous les représentez, c'est un plaisir aussi de vous avoir. On ne s'était jamais vu sur les grands circuits. Et donc, effectivement, on peut se poser la question, c'est quoi les attentes des utilisateurs ? Je fais un peu l'avocat du diable, hein. C'est un diagnostic supplémentaire à réaliser, vous n'en voulez pas, à réaliser pour les propriétaires, une notion complexe encore à maîtriser. Bon, est-ce que c'est des choses que vous entendez auprès de vos utilisateurs, de vos... Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il n'y avait pas une attente, à tort. Hein. Il n'y avait pas une attente et une demande express des consommateurs sur le carnet d'information du logement. Surtout qu'on l'a vu préalable sur la présentation, c'était quand même une réflexion assez longue du législateur. On a parlé de carnet numérique, maintenant c'est un carnet d'information. Je veux dire, il y prend quelle forme ? Donc c'est vrai que c'était très problématique. Ce carnet ne devient effectif que depuis 2023, depuis le 1er janvier pour les constructions neuves. Mais en fin de compte, il vient... je vais dire après la bataille, mais après de nombreuses autres obligations. Genre, on a quand même eu le DPE, qui là, existe depuis de nombreuses années, l'audit énergétique, le diagnostic technique global. Vous en avez certainement parlé en plus dans vos précédentes interventions sur la rénovation énergétique en copropriété. Donc, autant de documents qui vont se superposer. En plus, vous avez également tout ce qui concerne le carnet d'entretien en copropriété,
qui contient également des informations qui peuvent faire... C'est la loi SRU, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. C'est donc ce qui existe depuis maintenant plus de 20 ans, ce carnet d'entretien de l'immeuble qui doit être mis en place par tous les syndics. Donc théoriquement, depuis le temps, là, c'est fait, sauf pour la construction neuve, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Et vous avez en plus la fiche synthétique de l'immeuble. Donc vous avez le législateur, c'est vrai qu'il a quand même superposé énormément de diagnostics, de documents à destination du propriétaire, pas forcément de l'occupant, du propriétaire. Et c'est vrai que dans le cadre du carnet d'information du logement, c'est assez étonnant que le locataire, en tant qu'occupant et principal concerné également, ne soit pas expressément prévu. C'est que quand vous regardez par exemple la liste des documents et des diagnostics qui doivent être annexés au bail, on n'a pas le carnet d'information du logement. Et au même titre que si on fait le parallèle avec la vente, je ne sais même pas si l'absence a un impact sur le délai de rétractation pour le candidat acquéreur. C'est-à-dire que dans l'hypothèse où j'irai devant le notaire et je n'aurai pas le CIL, est-ce que cela va impacter le délai de rétractation? Je ne suis pas certain sur ce point-là. En prenant le micro, est-ce que ça bloquerait la vente si vous avez la réponse? Non, aujourd'hui c'est sûr que non. Pas de sanction. Ben, on peut imaginer qu'à terme, ça va la bloquer peut-être un peu fort, mais en tout cas, peut-être mettre un doute ou mettre un coup de projecteur sur l'absence de ce sujet. Voilà. Donc, ce qui est important, et c'est ça qu'il faut surtout voir, c'est que le CIL, à mon sens, tel qu'il existe à l'heure actuelle, est assez restreint, parce que son principal défaut, c'est, selon moi, de ne focaliser que sur la performance énergétique. Si on veut faire, et j'ai l'impression que le législateur va faire la même erreur qu'auparavant, c'est-à-dire qu'on va sensibiliser les propriétaires, les copropriétaires sur la performance énergétique, pour bien évidemment aller sur la rénovation, effectivement, mais on oublie le gros œuvre. On oublie l'entretien à l'installation du logement. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait le diagnostic technique global des années après l'obligation de faire les DPE, bilan des courses. Aucune copropriété n'a fait le diagnostic technique global, ou très très peu. Maintenant, elle va être dans l'obligation par rapport au plan pluriannuel de travaux, mais on en a eu très très peu. Et si on veut vraiment sensibiliser l'occupant, le copropriétaire sur la nécessité et l'intérêt de ce dispositif, c'est de lui dire qu'on a un moyen, à condition d'aller au-delà de l'esprit du texte, de parler effectivement de l'état du logement, de ses différents équipements, de sa performance énergétique, c'est nécessaire, de son confort d'été, parce que c'est comme une notion extrêmement récente, le confort d'été au sein du logement, mais également de tout ce qui concerne le bâti et la sécurisation des équipements. L'état d'installation électrique, on le met dans le CIL ou pas? Quand je regarde les textes, non. Pourtant, c'est une information que je dois communiquer au vendeur, enfin à l'acquéreur, et que je dois communiquer au candidat locataire. Donc là où vraiment les opérateurs et diagnosticiens, quels qu'ils soient, ont, à mon sens, quelque chose, vraiment une belle carte à jouer, c'est non pas de faire un CIL, on va dire, stricto sensu, avec uniquement ce que les textes prévoient, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'occupants et de propriétaires qui vont se dire, encore une formalité de plus, à mon sens, malheureusement, mais au contraire, c'est de voir quel est l'avantage, c'est de centraliser tous les documents et en même temps de les sensibiliser sur d'autres aspects tels que la sécurité électrique, la sécurité de gaz, le fait qu'il doit y avoir des mises à jour sur ces installations et également qu'il doit y avoir une information quand de location ou de vente. Voilà, il y a un téléphone qui sonne, mais ça ne doit pas s'entendre pour le public. Mais c'est un peu paradoxal, finalement, là, je pousse. Ce que vous dites, c'est ça oblige à quelque chose d'autre, mais finalement, il faudrait aller plus loin. Tout à fait. Alors, est-ce que c'est paradoxal ou pas? Si on se fait que sur le CIL tel qu'il est là, je trouve que c'est dommage parce que beaucoup vont le prendre, c'est un document supplémentaire. Ouais. Voilà, malgré tout l'intérêt. Donc c'est tout ce qu'on va apporter autour. Ouais. Là, à l'heure actuelle, comme on l'a dit, on n'a plus le mot numérique sur le CIL. Donc c'est-à-dire que ça peut être un support papier, mais ça peut être, mais ça c'était le cas auparavant dans les précédentes versions du texte, ça peut être une clé USB. Ouais. Tout simplement. L'idée, l'intérêt, c'est si on fait quelque chose de dynamique, voilà, avec la centralisation de tous les différents de toutes les informations, de tous les documents qui vont intéresser et qui vont accompagner l'occupant dans le cadre de sa vie. Je me permets juste d'ajouter un point, c'est tout à fait pertinent, effectivement, l'élargissement du périmètre des informations qui doivent être contenues dans ce carnet. Il y a peut-être un espoir dans le paysage, c'est l'Europe, puisque ce sujet dont on parle au niveau de la France aujourd'hui, il y a un projet de directive européenne sur un dispositif qui s'appelle le Digital Logbook, voilà, et qui, lui, on peut imaginer, aura un champ d'action beaucoup plus large que uniquement le sujet de la performance énergétique. Ouais. Moi, je voudrais réagir et je partage à 100% ce que vous évoquiez. Je trouve que
dans son périmètre réglementaire, le SIL aujourd'hui, il est assez réducteur. Je pense que l'administration a été un peu traumatisée par le carnet numérique du logement et par le recours en Conseil d'État, et donc ils ont essayé de faire un truc minimum en se disant bon, il va falloir que ça sorte. Mais néanmoins, si vous raisonnez par rapport au propriétaire et aussi par rapport à l'occupant, le fait d'avoir un endroit, vous avez l'intégralité de l'information de votre logement qui est stockée. Alors, sur la performance énergétique, bien évidemment, mais on parle de polluants du bâtiment, on parle de structure, on parle d'équipement, électricité, gaz, d'avoir un réceptacle unique où toute l'information est disponible et des gens qui mettent à jour cette information en continu, ça me semble être un outil extrêmement intéressant pour le propriétaire, mais aussi pour l'occupant, et ça me semble nécessaire. Alors là, est-ce que le propriétaire et derrière les prestataires qui interviennent sur le SIL vont réussir à ce que le périmètre sorte du périmètre purement réglementaire? C'est une question à laquelle je n'ai pas encore la réponse. Mais je pense que c'est nécessaire. Et je pense qu'un jour, de toute façon, on reverra le périmètre du SIL parce que, alors Europe ou pas Europe, il y a un vrai besoin qui est évident. Oui, il va pouvoir évoluer. Alors on va continuer. Je fais tourner la parole Jean-Michel Quatrin pour Testoun. Là, on va voir. Il y a un aspect qu'on n'a pas abordé. C'est effectivement les instruments. Et là, on parle de jumeaux numériques. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y a le plan aussi qui est obligatoire sur le neuf. C'est pas mis en obligation sur la rénovation. On en parlait d'ailleurs ce matin sur l'amiante. On se dit aujourd'hui sur l'amiante, on peut pas commencer à opérer si on n'a pas un plan, pour résumer. Mais enfin, c'est très compliqué. Et donc, on voit que ça devient le point de départ, à la fois une maquette numérique ou un plan ou le jumeau numérique. Bon, on va en parler du bâtiment. Et puis aussi tous les capteurs qu'on peut avoir dans le logement qui viennent alimenter des informations sur ce carnet d'informations du logement. Voilà, donc ça va être un sujet que vous allez aborder pendant votre présentation. Merci. Oui, alors effectivement, on peut regarder le potentiel, alors peut-être pas tout de suite sur la mise en place 2023, mais le potentiel, grâce au numérique justement, d'avoir un point d'entrée différent ou complémentaire sur le carnet d'information, qui serait le carnet d'information réglementaire, mais également toute la valeur ajoutée qu'on peut y mettre autour. Et un de ces points d'entrée dont on parle de plus en plus, c'est le jumeau numérique. Alors, lorsque on a parlé tout à l'heure des ancêtres carnets numériques, dans lequel on disait qu'il fallait une maquette numérique ou qu'il fallait du BIM, effectivement, ça a effrayé tout le monde, parce que en 2017, la maquette numérique et le BIM, c'était quelque chose de spécialiste, c'était quelque chose qui était manipulé par des ingénieurs, par des bureaux d'études, et donc on ne sait pas faire une maquette numérique, et aujourd'hui c'est toujours le cas. Lorsqu'on fait une maquette numérique et lorsqu'on fait du BIM, on est dans de l'ingénierie. Et bien évidemment, on ne va pas mettre des outils d'ingénierie dans la main des particuliers. C'est évidemment certainement un souci. Par contre, depuis quelques années, sont arrivées des nouvelles solutions de jumeaux numériques qui sont d'une simplicité extrême et qui peuvent être mises dans les mains directement d'un particulier ou d'un professionnel qui accompagne les particuliers. Et ce sont les technologies de jumeaux numériques. Donc, je voudrais en parler un petit peu, sachant que ça peut aussi constituer une alternative comme point d'entrée, puisque le carnet du logement, ça va être soit un classeur, soit une clé USB, soit un cloud avec un répertoire et des fichiers, soit un outil qui permet de structurer l'information et de la partager comme tu vas en parler plus en détail, mais ça peut aussi être, le point d'entrée peut aussi être le jumeau numérique du logement. Voilà. Donc, Testoun, vous en avez déjà parlé, je ne vais pas vous reparler de Testoun. Nous accompagnons effectivement les professionnels depuis de nombreuses années. Et depuis un an maintenant, on travaille énormément sur ces notions de capture de la réalité et de numérisation du bâtiment, avec des outils d'une grande simplicité. Alors qu'est-ce que c'est qu'un jumeau numérique ? Un jumeau numérique, c'est effectivement des techniques qui allient des appareils de captation d'images et de mesures et
des outils qui vont permettre de stocker l'information et de ensuite partager cette information et d'annoter cette information. Et c'est là où ça devient très très intéressant. Donc avec un jumeau numérique, vous connaissez tous aujourd'hui la première application du jumeau numérique, c'est la visite virtuelle. Donc déjà, c'est une technologie qui s'est déjà diffusée massivement dans les agences immobilières, puisque à partir du jumeau numérique, vous mettez à disposition du grand public une visite qui permet déjà de voir le logement et de se promener dedans. Donc déjà, c'est la première application du jumeau numérique. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui avec les techniques d'acquisition de données qui, au-delà de prendre des photos, prennent également des mesures. C'est-à-dire qu'en même temps, vous prenez des photos et vous prenez des mesures, et à ce moment-là, vous avez un outil qui va vous permettre de générer automatiquement, en appuyant sur un bouton, des plans. Donc, si on dit que dans un carnet du logement, il faut des plans, et on sait très bien la difficulté de faire des plans de qualité avant de faire de la rénovation, de faire un jumeau numérique, d'appuyer sur un bouton et d'avoir un plan, vous avez une solution qui permet de facilement faire un plan. Oui, d'ailleurs, le plan, il est utile dans le cadre des diagnostics. Alors, même s'il n'est pas réglementairement obligatoire, mais pour faire les calculs de surface, bon, à un moment, on a besoin de plans, et donc on imagine tout l'intérêt qu'ont les diagnostiqueurs. Tiens, et également les agents immobiliers aussi, hein, à utiliser ces outils. Hein. Et donc, on peut faire du plan, mais on peut aussi exporter toutes sortes d'informations sous différents formats qui vont être utiles ensuite à des bureaux d'études, à des gens qui vont faire des projets de rénovation, donc des modèles 3D, des nuages de points, etc., etc. Donc, ça, c'est la première phase. Donc, avec quoi on fait cette capture ? Alors, lorsqu'on parlait BIM et maquette numérique, on vous parlait toujours de technologie laser, donc scanner. Il y a encore quelques années, on vous disait, pour faire une maquette numérique d'un existant, il faut démarrer avec un scanner qui coûte 50 à 100 000 euros. Hein, c'était le ticket d'entrée il y a quelques années. Puis en plus, il fallait rajouter une somme aussi en plusieurs dizaines de milliers d'euros en logiciels, des logiciels type AutoCAD, Revit ou autres. Et il fallait également rajouter la compétence, c'est-à-dire des ingénieurs. Donc pour se lancer dans la maquette numérique, il fallait au bas mot 100 à 200 000 euros. Voilà. Aujourd'hui, on fait du jumeau numérique. Vous savez à partir de quel prix ? Ça aurait été compliqué, ça, David, je casse l'effet d'annonce, et tu vas parler des prix. Ça aurait été compliqué pour les particuliers, 100 000 euros, d'annoncer ça. Chaque carnet d'information du logement va vous coûter 100 000 euros. Voilà. C'est clair. Mais ça aurait été compliqué. Donc maintenant, le prix, alors que... Maintenant, on peut démarrer. Un particulier ou un professionnel peut faire un jumeau numérique d'un bâtiment pour 89 euros hors taxe. Et qu'est-ce qu'il a besoin pour ça ? Alors, il a besoin de son smartphone, on considère qu'il l'a déjà. Et il va faire l'acquisition d'un petit appareil qui s'appelle le Matterport Axis. On en a un ici, j'aurai peut-être l'occasion de le montrer, mais c'est je ne sais pas si ça... Non, ça ne fait pas pointeur laser, ça. C'est le petit produit là, qui supporte un smartphone. Donc, c'est une petite tourelle qu'on va mettre sur un trépied avec un petit moteur. Et donc, c'est le point de départ. On met ça au milieu d'une pièce, ça tourne, ça fait... ça prend des images, et si vous avez un smartphone qui a un lidar, c'est le cas de certains modèles de chez Apple, vous faites également des mesures. Mais vous pouvez aussi utiliser des caméras 360 degrés, qui est aussi un produit qui est très prisé par le grand public, hein, tel que les caméras Ricoh. C'est un truc de dingue, parce qu'à chaque fois qu'on se voit, il y a des nouveaux dans la techno. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce que je suis un peu technophile aussi, mais aujourd'hui, avec un petit appareil comme ça, et avec son smartphone, si j'ai compris, c'est 89 euros, c'est ça ? Oui, c'est ça, 89 hors taxe. Ouais. Mais avec ça, on peut faire le plan de son logement et... Absolument. Et on a un abonnement. Il faut prendre un abonnement, mais c'est l'abonnement gratuit qui te permet de faire un jumeau numérique que tu partages avec toi-même. Mais ensuite, après, quand on veut aller sur des choses plus professionnelles, évidemment, il y a des solutions plus haut de gamme. Et pardon, il calcule la superficie ? S'il fait le plan ou pas ? Alors, ça va dépendre. Oui, absolument. Oui. Vous allez avoir la surface de chaque pièce. Donc carresse habitable au sol. Voilà, c'est pas la caresse, parce que j'imagine. Mais encore. Mais bon, on arrive Je vais parler des possibilités d'évolution de tout ça. Je donne les concepts de base. Okay, alors évidemment, on peut aussi travailler avec des technologies laser qui vont donner des mesures de grande précision. Et aujourd'hui, les points d'entrée sur du laser, ce que je disais tout à l'heure, le point d'entrée était à 50 000 euros. Aujourd'hui, il y a des technologies laser dont l'ordre de grandeur est de l'ordre de 5 000 euros. Donc on a vraiment eu une chute incroyable des prix et qui permettent aussi bien sur le coût de l'appareil d'acquisition que sur la facilité de mise en œuvre, parce que là, on est sur quelque chose dont la mise en œuvre est extrêmement simple. Il n'y a pas de traitement informatique à faire avec un logiciel complexe. On promène son appareil dans la maison, on appuie sur un bouton, c'est envoyé dans le cloud, et on récupère son jumeau numérique, c'est tout automatique.
Je vous laisse avancer alors. Je vais avancer. Donc la solution, donc là on travaille notamment avec un prestataire, enfin un fournisseur de ce type de solution qui s'appelle Matterport, qui est une société aujourd'hui qui est présente dans le monde entier et qui est américaine. Et donc le principe c'est vous capturez la réalité, ensuite on héberge ces jumeaux numériques sur un cloud et on donne aux utilisateurs des possibilités pour utiliser ce jumeau numérique pour l'annoter, pour l'enrichir et pour l'analyser. Donc l'analyser, c'est par exemple générer des plans. L'enrichir, c'est de rajouter des éléments. Et il y a tout un écosystème d'outils qui permettent de rajouter des éléments pour faire des simulations, par exemple, de rénovation ou des simulations de home staging, par exemple. Enfin, il y a plein de choses possibles. Des simulations de comment on va se déplacer dans un bâtiment. Enfin, il y a plein de choses qui existent. Et surtout, on peut annoter. Annoter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque endroit dans votre jumeau numérique, vous avez la possibilité d'enrichir l'information. Par exemple, vous arrivez sur votre compteur Linky, vous l'avez dans votre bâtiment. Et puis, sur ce compteur Linky, vous mettez un petit lien, vous cliquez sur le lien, et ça vous ouvre votre page pour accéder à l'hébergement des données du compteur Linky, parce que vous ne savez jamais comment on rentre. Mais là, vous faites tout à partir de votre maquette numérique. Vous arrivez sur votre chaudière, vous allez pouvoir cliquer sur la chaudière et ça va vous ouvrir le manuel d'utilisation de la chaudière, voire même la démo en vidéo qui sera sur la chaudière. Vous arrivez sur un mur, vous pouvez cliquer sur le mur et puis peut-être que vous allez avoir le diagnostic ou l'audit énergétique qui vous dira qu'est-ce qu'il y a dans le mur. Vous voyez ? Donc ce genre de choses, c'est des informations qu'on va enrichir. Donc on crée cette maquette, on crée ce jumeau numérique et il est visualisable de plein de façons différentes, notamment sous la forme d'une ce qu'on appelle une maison de poupée. Donc ici on a un modèle 3D dans lequel on va pouvoir voir son bâtiment ou sa maison. Et puis ensuite, on va pouvoir cliquer où on veut se promener et où on veut voir ces éléments. Par exemple, ici, alors nous, on a le jumeau numérique aujourd'hui. Pour les diagnostiqueurs immobiliers, ça peut servir à plein de choses. Ça peut servir à faire des diagnostics PEMD, ça peut servir à faire des audits énergétiques, ça peut servir à faire d'une CARES ou des choses comme ça. Mais là, par exemple... PEMD, juste c'est encore un acronyme, hein, c'est produit... Équipement, matériaux et déchets, hein, c'est ça. Ouais. Donc là, j'ai pris cette photo parce que je la trouvais sympathique, mais ça peut être aussi du suivi de chantier. C'est-à-dire qu'avec le jumeau numérique, vous pouvez prendre votre bâtiment à un instant T, puis vous pouvez reprendre votre jumeau numérique toutes les semaines pour voir comment votre chantier a évolué. Ce qui fait que vous allez garder la mémoire de l'évolution dans le temps de votre bâtiment, et vous allez par exemple dire tiens, la dernière fois, avant qu'on pose les cloisons, on a fait un jumeau numérique et on a vu ce qu'il y avait derrière les cloisons, et on peut mettre des mesures, mais on peut également mettre ce qu'on appelle des tags qui vont donc mettre des documents, et c'est de l'hypertexte en fait. On fait de l'hypertexte, on réinvente, on va dire, l'hypertexte qui est un terme que plus personne n'utilise, mais c'est l'Internet, hein, c'est les liens, mais on fait de l'hypertexte dans son jumeau numérique. Et là, on va pouvoir mettre tout ce qu'on veut comme type d'information, que ce soit des mesures ou des objets ou des vidéos. Quelques autres petits exemples. Donc voilà un exemple de plan qui est réalisé automatiquement à partir du jumeau numérique. Hier, j'ai rencontré un client, il me dit, moi j'utilise le jumeau numérique pour faire l'état des lieux. Alors l'état des lieux d'entrée, l'état des lieux de sortie, et puis bientôt il y a des outils qui vont pouvoir faire la différence entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie. Il y en a même qui nous disent, je vais faire un jumeau numérique avant une location Airbnb et puis après la location Airbnb pour voir si on ne m'a pas volé des choses dans l'appartement. C'est incroyable le type d'application que l'on commence à voir autour de ça, parce que le fait de capter l'information et de traiter et de stocker l'information est devenu très simple. Voilà, on peut faire des choses aussi de l'extérieur, sur du diagnostic global. Évidemment, c'est aussi un point d'entrée du diagnostic global. Donc, quand on va se promener dans son bâtiment, là, on a un petit exemple. Là, on est sur des équipements techniques, mais si vous êtes... vous vous promenez dans votre jumeau numérique et puis en cliquant sur les objets, vous ouvrez des vidéos, vous ouvrez des documents, etc. Et donc c'est un réceptacle de l'information, et par rapport aux autres outils qui existent déjà pour stocker l'information, ça peut être vu comme quelque chose de complémentaire. Et donc nous, aujourd'hui, on n'a pas de solution, on va dire, spécifique au carnet numérique, au carnet d'information du logement, avec cette technologie. Par contre, on a des discussions avec un certain nombre de partenaires qui nous disent moi j'ai déjà un outil pour stocker l'information, est-ce que je peux rajouter un front-end qui serait donc un point d'entrée via la maquette numérique
D'autres exemples sur l'audit énergétique, bien sûr, et comme c'est le point d'entrée aujourd'hui du carnet d'information du logement, on peut visualiser son jumeau à partir... Pardon, je ne vais plus pouvoir parler, comme ça je vais te redonner la main, mais c'est également un des points d'entrée. Voilà. Donc les différentes solutions à partir du jumeau numérique, ça peut partir du particulier qui s'équipe d'un système d'entrée de gamme et d'un abonnement gratuit et qui va lui-même créer son carnet du logement en allant prendre tous ces documents et les positionner à l'intérieur. C'est l'éditeur de logiciels ou le prestataire qui va vouloir avoir un point d'entrée différent sur sa façon d'organiser l'information. Et donc, dans ce contexte-là, on peut penser que le diagnostiqueur, il va être aussi un peu un évangéliste de ce type de solution, parce que ça, c'est un point sur lequel je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais si on fait un DPE avant une vente, si on fait un audit avant une vente, est-ce que c'est déjà un point de départ pour faire une obligation de faire un CIL, ou est-ce que le point de départ du CIL ne sera que le moment où on va faire les premiers travaux de rénovation énergétique qui sont plutôt faits par l'acquéreur. Et je sais qu'il y a un débat aujourd'hui chez les diagnostiqueurs sur est-ce que c'est plus pertinent de le faire par le vendeur ou pour l'acquéreur. C'est le diagnostic ou les travaux qui sont le point de départ. Merci. C'était la dernière diapo Oui, je crois. Après, c'est des liens pour plus d'informations. Ok. Alors, le point de départ, alors, est-ce que le DPE, l'audit, c'est un point de départ, Bertrand? Peut-être, je vous pose la question. Un point de départ pour établir ce carnet? Oui, ça me semble être une évidence. Comme on était plusieurs à le constater, c'est là qu'il y a une collecte d'informations phénoménale et c'est vraiment l'occasion ou jamais d'établir le carnet le plus complet possible. Ouais. C'est une excellente occasion. Ouais. Oui, mais réglementairement, là, si on regarde réglementaire, le point de départ, c'est plutôt les travaux. Hein, Ah oui, l'élément déclencheur, c'est les travaux ou la construction. C'est les travaux ou la construction. Et c'est contrôlé lors des ventes. Ça va dépendre si le notaire, effectivement, va demander le carnet juste parce qu'il y a eu un DPE avant-vente ou un audit avant-vente, ou est-ce qu'il dira non, il n'y a pas eu de travaux et donc c'est pas obligatoire. Est-ce que des associations comme les vôtres, David, vont du coup, on voit qu'il y a une démocratisation, donc on se dit aussi, les associations peuvent aussi s'emparer de ce sujet et dire je vais accompagner mes propriétaires à mettre en place le cadre d'information et de logement, puisque vous voyez cette démocratisation qu'il y a des produits. Est-ce que ça, c'est une voie que vous avez imaginée ou pas? Alors nous, à CLCV, on est une association de consommateurs agréée, donc on n'a pas de lien avec les professionnels, donc on ne va pas développer notre carnet d'information également. Par contre, et ça on le fait déjà depuis de nombreuses années, d'une part on incite, on accompagne fortement les copropriétaires sur tout ce qui concerne les opérations de rénovation énergétique, et puis surtout sur tous les éléments, sur toute l'information, la centralisation de l'information. Donc c'est clair qu'on va les accompagner. On avait déjà fait des sessions de sensibilisation sur les carnets d'information ou les dispositifs qui existaient auparavant, et sur l'intérêt du dispositif qui est précisément d'avoir, ce que vous disiez au préalable, d'avoir à un seul endroit toutes les informations nécessaires et intéressantes concernant le logement et que l'on peut communiquer à l'occupant. Donc oui, ça, on va relayer l'information et inciter fortement les occupants, les copropriétaires à le mettre en place. Après, voilà, qu'est-ce qu'on va mettre dans CIL? C'est ce que je disais préalablement. Il faut vraiment qu'on arrive à quelque chose qui soit effectif et que l'occupant il trouve, je dirais de façon très pédagogique et évidente, un intérêt au-delà d'un simple coffre-fort de recueil d'informations. Ouais. Voilà, le simple fait que le législateur, ça je trouve, n'ait pas pensé à remettre dans le CIL l'ensemble du diagnostic technique à remettre en matière de vente ou locatif, par exemple, c'est dommage. Et il va y aller très certainement, ou les éditeurs, ou les diagnostiqueurs vont de toute façon y aller aussi spontanément, parce que ceux qui font ces diagnostics. Est-ce que vous avez une idée, Jean-Christophe, ça reste entre nous, hein, on est en petit comité, même s'il y a un peu de monde derrière, mais même pas mal de monde qui sont connectés, vous êtes plus d'une centaine connectés avec nous. Est-ce qu'on a une idée de la prestation, de l'offre que proposeront les diagnostiqueurs et du coût qu'ils envisagent, ou on est encore un peu trop tôt? Alors, pour être très sincère, je voudrais pas m'engager là-dessus. J'ai pas d'idée précise. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une offre qui va être complémentaire aux divers diagnostics qui vont être faits.
Même chose au niveau du jumeau numérique. C'est vrai que ça n'a rien d'obligatoire, rien de réglementaire, mais le sens de l'histoire, c'est quand même aujourd'hui de pouvoir fournir à son client cette maquette qui va lui servir justement pour alimenter ou être connecté au CIL. Maintenant, d'autant plus que si le diagnostiqueur ne le fait pas, le particulier, si j'ai bien compris, il va le faire. Mais qui de mieux que le diagnostiqueur peut le faire? Il est présent. Ouais. Ce qui coûte cher dans le service, c'est le temps passé, mais c'est aussi le déplacement. Dans la maîtrise des outils, dans la mesure où le diagnostiqueur il est présent, donc il a déjà fait le voyage de son bureau jusqu'à l'endroit où il fait ses diagnostics, il peut rajouter un certain nombre de missions, et en particulier tout ce qui est digitalisation du bâti. Et en plus, il en aura besoin lui, parce qu'un certain nombre de tâches vont être facilitées par ce jumeau. Maintenant, dire ce que ça va coûter, je m'engage pas. J'en sais rien. Ça sera pas forcément une dépense énorme, parce que encore une fois, ça restera du marginal et ça sera dans la continuité de toutes les missions obligatoires que réalisera le diagnostiqueur. Allez, merci. Avant de faire la démonstration, je vous laisse. Allez-y. Très rapidement, oui. 2 points, c'est vrai qu'on ne s'est pas interrogé sur ce sujet-là. Les diagnostiqueurs veulent le faire. Ils ont la compétence pour le faire, assurément. Est-ce qu'ils pourront le faire? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même une question de disponibilité. Est-ce qu'au bout d'un moment, il n'y aura pas davantage de demandes que d'offres de diagnostiqueurs disponibles? Je veux dire, accessoirement, c'est vrai qu'on a les DPE collectifs, on a une diminution de la durée de validité des DPE anciens, c'est pas antérieur à la réforme de 2021-2022. Donc, est-ce que déjà, ils seront suffisamment nombreux pour répondre à cette demande? Puis après, autre question plus sous-jacente, c'est... j'ai une tierce personne, quelle qu'elle soit, qui réalise ce carnet d'information du logement. Qu'est-ce que je fais des données personnelles qui peuvent éventuellement se trouver dessus? Est-ce que j'en ai une récupération professionnelle? Donc là, il y a toute la problématique liée au RGPD et à la protection des données personnelles. Oui, mais ça, les diagnostiqueurs sont habitués à être tiers de confiance sur ce sujet. Oui, mais je ne voulais pas trop rentrer dans le détail. Je vous laisse en 1 minute répondre, parce que on arrive au terme bientôt de cette conférence. Jean-Christophe, alors, pour... Alors, le volet RGPD, alors, effectivement, il y a un cadre réglementaire. Le diagnostiqueur est organisme tierce partie indépendante, et forcément, donc, il intègre dans son travail au quotidien cette notion de RGPD. Je ne sais pas aujourd'hui s'il y a d'ailleurs un cadre très précis RGPD sur le CIL, mais c'est une évidence. Le diagnostiqueur ne va pas collecter l'information derrière pour la mettre à disposition de quelqu'un d'autre. Ça fait partie de la déontologie du métier. Et d'ailleurs, je pense que c'est même cadré dans le cadre de sa certification personnelle. Donc, je ne suis pas très inquiet là-dessus. Ouais. Ça peut faire partie du choix aussi du propriétaire de prendre une personne, on en parlait tout à l'heure, qui ne va pas faire un usage inapproprié ou commercial des données, voilà, comme vous décriviez tout à l'heure. Et donc, ça milite plutôt pour le diagnostiqueur immobilier d'avoir une personne qui est habituée sur la maîtrise de ces données en tiers de confiance. Alors, je voulais qu'on fasse cette démo parce que le temps file. On va voir un carnet d'informations. On vous l'avait promis, on va voir un carnet d'informations du logement. Vous voyez, comme on est moderne, on vous partage l'écran directement. C'est Bertrand qui le fait en direct. Mais en tout cas, on est en ligne là, sur une version qui fonctionne. Voilà, bienvenue sur Cléa, donc sur un logement vous voyez, qui se trouve à Paris, rue du Rocher, c'est l'adresse du siège de l'association Qualitel. Donc oui, rapidement, juste pour que ça soit un peu plus concret, je vous montre à quoi ressemble Cléa. Donc cette solution qu'on a lancée en 2020. Donc je vais balayer successivement le menu de gauche. Donc on commence par des caractéristiques générales de logement, type de logement, année de construction, étiquette DPE, voilà le type d'informations classiques qu'on peut imaginer. On va trouver aussi de quoi collecter les numéros de points de comptage de gaz et d'électricité, par exemple, qui sont des données qui ne sont pas toujours simples à récupérer. Donc voilà, premier onglet, les caractéristiques. Ensuite, suivi des consommations. Donc ça n'est pas une obligation au niveau de la loi, mais il nous a semblé évident que pouvoir connecter son Linky et son Gaspard
au carnet du logement, c'était une bonne idée. Ça, c'est automatisé. Alors, donc, du coup, il y a une passerelle qui est faite avec. Voilà, on utilise les API en fait d'Enedis et de GRDF qui sont mises à disposition. Donc, le particulier renseigne ses identifiants et ensuite il accède à son suivi de consommation depuis le carnet. Donc, suivi de consommation simple qu'on peut regarder, on peut descendre à la journée. Et puis, on a aussi mis un petit module de comparaison qui va permettre de mesurer des efforts de sobriété énergétique, par exemple. Voilà, donc vous avez là, par défaut, il va me comparer le mois dernier par rapport au mois précédent. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait une économie de 66% sur ma consommation d'électricité. C'est une super nouvelle. Et si j'ai fait des travaux d'isolation, par exemple, je peux, avec ce petit outil, aller mesurer l'impact réel de mes travaux. Voilà à quoi ça sert. On est dans l'éducation, la sensibilisation du particulier, la mesure de ses efforts de sobriété. Voilà. Ensuite, le module documentaire. Donc celui-là, finalement, on aurait pu faire que ça, réglementairement parlant. C'est ça que nous demande la loi. Et même plus spécialement cet onglet qu'on a appelé documents conseillés, dans lequel on retrouve la liste des documents obligatoires qu'on a aperçus tout à l'heure. Les plans, les certificats, les schémas des réseaux. Et là, on charge des PDF. Voilà. Alors, par rapport à la superbe démonstration qu'on a eue du jumeau numérique, on est parfaitement conscient que charger des données en format PDF, c'est une limite forte, c'est frustrant. Voilà, faire des observatoires ou interpréter cette donnée sur la base d'un PDF, voilà, on ne va pas très loin, mais on va dire que c'est une étape. Voilà, j'avance puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Les équipements, donc on a aussi un module où on va aller renseigner les équipements principaux qui sont présents dans le logement, une VMC, une chaudière, et lié à ces équipements, donc on peut accéder à la notice d'utilisation, d'entretien, et puis on a les rappels d'entretien qui sont générés automatiquement dans le module action qui est juste en dessous. Donc je sais lorsque je choisis une chaudière ou une VMC que je dois soit moi particulier, moi-même nettoyer mes bouches d'aération de VMC, soit faire appel à un professionnel pour entretenir ma chaudière. Voilà. Et je reçois les rappels le moment venu. Voilà. Ensuite, on a des actualités, on a un module contact. Donc là, typiquement, lorsque un chauffagiste intervient régulièrement avec un contact d'entretien, il a toute sa place dans le carnet. Oui, parce que c'est collaboratif, là. C'est-à-dire que lui, il a un accès aussi sur lequel il va pouvoir, j'imagine, stocker des informations. Le professionnel, quel qu'il soit, il n'a pas d'accès en tant que tel, mais par contre, il peut alimenter, il peut déposer des informations dans le carnet de son client si le client l'y autorise. Voilà le schéma qu'on a choisi. Ouais. Voilà. Voilà sur le principal des informations. J'en termine juste pour vous montrer que ici, je peux ouvrir un accès locataire. Et puis, j'ai une fonction vente. Le jour où je vends mon logement, j'appuie là-dessus, je renseigne les coordonnées du nouvel acquéreur qui reçoit ses identifiants de connexion et j'édite une attestation de transfert du carnet que je peux montrer au notaire. Et à ce moment-là, je termine juste sur le sujet des données personnelles qu'on a commencé à évoquer. À ce moment-là, bien sûr, tout ce qui est données personnelles, c'est-à-dire ce qui a été déposé dans mes documents personnels, ne sont bien entendu pas transmis au suivant. De la même façon, également le sujet du suivi des consommations qui sont des données personnelles et donc le nouveau n'a pas accès à l'historique des consommations. Très bien, c'était clair de faire cette présentation. Voilà, c'est plus concret. On a pris un petit peu on a quelques minutes de retard, mais il est 12h01, mais on va aller jusqu'au bout, Benjamin. Merci beaucoup. On a un petit quiz, on va le faire quand même, ce quiz. Ça va nous prendre 2 minutes. Cher public, allez, prenez vos téléphones portables, Bertrand aussi, si vous l'avez. David, vous avez votre téléphone ? Vous n'avez pas votre téléphone. Alors les autres, prenez votre téléphone portable et vous connectez au système. Alors, le temps que vous vous connectiez, il faut scanner le QR code. Vous êtes derrière votre écran d'ordinateur, mais vous prenez votre téléphone et vous scannez le QR code qui est sur votre ordinateur. Un petit jeu qui va avoir lieu, un quiz. Alors, je vous rappelle la règle du jeu, le temps que tout le monde se connecte. C'est, pour gagner, il y a 2 notions. C'est, il faut répondre de manière correcte. Et puis, deuxième chose, il faut répondre rapidement. Et ça, c'est important de répondre rapidement. Voilà, donc vous êtes en train de vous connecter. Je vais reprendre la zapette peut-être... Voilà, pour faire le jeu. On a une petite musique de fond aussi qui va avoir lieu. Allez, le temps que vous vous connectez, on va pouvoir le lancer. Benjamin, comme on n'est pas en avance, on va le faire rapidement. Voilà. Attention, les questions, ça va aller vite. Soyez prêts et prêtes. Les diagnostiqueurs réaliseront le carnet d'information du logement. Alors là, on n'est pas réglementaire. Est-ce qu'ils le réaliseront ou pas ? Quelle
quels travaux entraînent l'obligation de réalisation du carnet d'information du logement? Alors, les travaux de rénovation énergétique, tout type de travaux. Vous avez 10 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Normalement, tout le monde a dû répondre. Ah, je suis allé un peu trop vite. Correctement, c'était des travaux de rénovation énergétique. C'est Testoun qui tient le meilleur score. Voilà, là, il fallait aller vite. CGU, conditions générales d'utilisation, qui est second. Allez, on passe à la deuxième question. Vrai ou faux? Vous êtes prêts? Est obligatoire, même en l'absence de devis pour les travaux. Vrai, faux? Allez, 10 secondes. Là, je vous êtes en train de tous voter rapidement. Il ne faut pas que je passe trop vite. Top. C'était vrai. Il y en a certains qui n'ont pas répondu, mais c'était vrai. Voilà. Alors Testoun, toujours premier, mais tient la corde avec SLG, là, qui va rattraper. Vous êtes prêts pour ce nouveau quiz? Alors, multiple. Hein. Alors, ça, c'est multiple. Quelles informations doivent figurer dans le carnet d'information de logement? Allez, on vous laisse voter. Là, vous avez 20 secondes. Vous avez un peu plus de 20 secondes. Mais on sait que c'est autant que ça se joue. Hein. Il ne faut pas en noter trop non plus. C'est suffisamment pour réussir. Ah, je vois ça discute. Mais vous êtes... oui, ils sont deux, là. Ils sont deux. Alors, voilà, il y en a la bonne réponse, c'était il fallait cocher date et description, notice d'équipement, diagnostic immobilier dedans. Alors, c'est pas tous les diagnostics immobiliers. Et oui, on s'est fait piéger, nous on a mis non parce que c'est que le DPE. Voilà. C'est que le la DPE. réponse est donc, entre les deux. Oui, il y avait quelque chose. Benjamin, allez, une ambiguïté. Vous irez faire vos réclamations auprès de Benjamin. Après, voilà, le podium. Alors, sur troisième, ADN, qui est dans la salle, ADN, non Captre. Alors ça, c'est voilà. Et le premier, attention, est-ce que c'était... Ah, Testoun s'est fait coiffer sur le poteau. C'est Manu qui a gagné, voilà. Écoutez, on va arrêter là cette conférence. On peut applaudir les conférenciers et Manu. Voilà, on fait un applaudissement général pour cette conférence.